J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Retour à l'emploi après un accident ou une maladie. Merci à chacun d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Nous avons la chance aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec membres des équipes Comet France région. Euh, Comet France qui partagera son expertise sur ses parcours et nous aurons aussi un témoignage de personnes concernées pour illustrer concrètement la réalité du terrain. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Isabelle Chavot, qui est directrice territoriale du FIP pour la région des Hauts-de-France. Oui, bonjour à tous et merci de vous être rejoints à nous. Merci également aux équipes Comet d'être présentes ce jour. Alors, c'est un sujet qui est un sujet qui a trait à la désinsertion professionnelle, que celui qui va vous être exposé ce matin. Ce sujet de la désinsertion professionnelle, sur lequel le FIP, ainsi d'ailleurs que le fonds privé ont souhaité travailler, porte sur la perte durable de l'emploi, pour un certain nombre, pour la fonction publique d'agents, qui vont se trouver dans des situations de santé à l'issue parfois d'accidents de la vie, d'accidents également qui peuvent être des accidents professionnels. Et donc depuis un certain nombre d'années, nous avons travaillé avec Comet. Comet travaille sur le sujet des soins de suite et de la réadaptation, donc en se disant que peut-être fallait-il prendre les situations le plus en amont possible, et notamment dans ces services de soins de suite et de réadaptation, plutôt que d'attendre que l'agent soit en situation finalement d'avoir traité toutes ces problématiques de santé. Donc, ces équipes Comet, mais ils vont vous expliquer comment ils fonctionnent. Ces équipes Comet vont prendre en charge des patients. On est dans une situation qui est une situation à l'origine médicale, vont prendre sur des sujets d'insertion professionnelle en charge ces patients. Et donc, pour ce faire, l'assurance maladie, la GFIP et le FIP ont depuis des années travaillé au travers d'accords, de conventions passées avec Comet France sur ce sujet de la désinsertion professionnelle et comment donc permettre à des agents qui sont encore patients dans ces centres de pouvoir se réapproprier la sphère professionnelle. Je vais rappeler un chiffre qui est le chiffre de la désinsertion professionnelle, donné, celui de 2023. 130 000 situations, secteur privé ou secteur public, déclaration d'inaptitude, vont produire des ruptures professionnelles chaque année. Donc, je vais laisser les équipes Comet s'exprimer, et je laisse donc Fleur Sagnier reprendre le fil de ces échanges et de ces présentations. Merci. Merci Isabelle Chavot pour cette introduction. Nous allons commencer tout de suite par une présentation réseau national d'établissements de santé engagés pour l'emploi, Comet France. Donc, je laisse la parole aux coordinateurs qui vont se présenter. Merci pour l'introduction, Madame Chavot et Fleur Sagnier. Donc pour me présenter, donc moi c'est Vianney Mussard. Je suis responsable de pôle au sein de la Fondation Opale, donc située notamment à Berck. Je vais du coup en effet introduire un peu le sujet sur Comet France, l'association et son périmètre d'intervention. Et ensuite je laisserai la parole à mes collègues de chaque équipe pour présenter l'organisation d'équipe sur leur territoire et après dérouler la méthodologie et finir la présentation par des témoignages de situations que les équipes ont accompagnées. On pourra avancer. Voilà, on peut encore avancer au prochain diapo. Donc, l'association Comet France, donc c'est une association nationale qui couvre toutes les régions de la France métropolitaine et même dans les DOM-TOM avec La Réunion. Donc, elle compte plus de 100 établissements SMR spécialisés. Donc, je reviendrai sur le terme SMR. Donc plusieurs établissements avec 44 équipes unités Comet du coup. Et donc beaucoup d'entre elles sont multisites et interviennent du coup sur différents établissements. Et d'autres unités, comme par exemple celle de Berck, intervient sur un seul centre et
et donc est monocentrique. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc effectivement, il y a à peu près 100 000 patients qui sont accompagnés par an. Alors, patients ou personnes accompagnées, hein, puisque du coup, évidemment, on commence l'accompagnement pendant l'hospitalisation en centre de rééducation, et donc il se poursuit après l'hospitalisation également. Donc, on a pris soin du coup de faire un petit rappel sur l'activité SMR dans le cas où ce ne serait pas forcément bien identifié pour tout le monde. Donc SMR, ce sont des soins médicaux et de réadaptation. Donc vraiment, on est sur du moyen séjour. L'idée étant de vraiment accompagner les patients suite à un accident ou une pathologie sur l'aspect fonctionnel. L'aspect fonctionnel, qu'il soit sur des fonctions motrices, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales. Donc sur toutes les dimensions, sur toutes les compétences fonctionnelles de la personne. Et donc, dans l'activité SMR, il y a eu une réforme importante de notre activité depuis 2023 à peu près, qui a apporté une importance plus importante sur la gradation des soins. Donc, simplement pour votre information, il y a donc des soins médicaux de réadaptation polyvalents et spécialisés. Donc là, en l'occurrence, nous, on va plutôt parler du spécialisé, et c'est important qu'on introduise ceci sur l'activité SMR dans la mesure où Comet, sa spécificité, c'est justement d'intervenir, comme le disait Madame Chavot, de façon précoce, dès l'hospitalisation, c'est-à-dire juste après la survenue de l'accident ou de la pathologie, pour éviter ensuite toute rupture post-hospitalière, notamment sur la sphère insertion sociale et professionnelle. Donc, je vous passe les détails, mais effectivement, après, il y a plusieurs expertises, plusieurs autorisations entre le locomoteur, le système nerveux, le cardiovasculaire et j'en passe. Donc, chaque centre a, on va dire, ses spécificités avec son équipe pluridisciplinaire spécialisée et donc avec ses plateaux techniques également spécialisés en fonction des pathologies qui l'accompagnent. Et donc là, à titre indicatif, juste pour vous donner un ordre d'idée, comme je le disais, on est sur du moyen séjour. Et donc, on est parfois sur quelques semaines, lorsque par exemple c'est des problèmes orthopédiques ou rachis, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, voire parfois on parle même en années sur des pathologies neurologiques où la rééducation et la réadaptation est beaucoup plus longue. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée sur la temporalité d'accompagnement, comme je le disais, du coup, qui commence pendant l'hospitalisation, mais qui évidemment se poursuit après l'hospitalisation. Donc, on se situe en effet dans une démarche. Alors, si on peut revenir sur le diapo juste avant, en effet, juste pour présenter, alors je ne m'attarderai pas sur la méthodologie, puisque ça vous sera présenté un peu plus loin. Juste pour dire qu'en effet, on se situe dans une démarche précoce d'insertion. Comme je le disais juste avant, donc dans l'idée de limiter les ruptures, on est vraiment dans l'intention d'identifier les besoins en termes d'accompagnement socio-pro pendant l'hospitalisation, pendant l'évolution aussi, pendant l'hospitalisation, puisque c'est aussi le but du séjour en soins de rééducation spécialisés, qu'elle puisse évoluer et que son projet professionnel puisse lui aussi s'adapter, on va dire, à l'évolution fonctionnelle du patient. Et donc, en effet, elle situe son accompagnement aussi vers le milieu ordinaire de travail, étant donné que le milieu protégé étant hors périmètre pour Comet. Donc, là aussi, alors c'était le diapo avant, mais je profite quand même pour dire, comme je vous disais, Comet, du coup, sa spécificité, c'est dans les centres de rééducation. Pour le coup, une personne qui n'est pas hospitalisée en centre de rééducation, elle ne pourra pas bénéficier de l'accompagnement Comet. Et donc, la question qui revient souvent, c'est comment bénéficier d'une hospitalisation en SMR spécialisée. Juste pour précision, du coup, c'est sur orientation médicale, que ce soit le médecin traitant,
le médecin hospitalier d'un autre centre hospitalier ou d'un autre centre de rééducation, le médecin du travail également. Et donc après, les médecins du centre de rééducation, eux, vont organiser soit des consultations, soit des bilans de jour pour pouvoir débuter le séjour avec les objectifs thérapeutiques, soit d'ailleurs thérapeutiques, soit préventifs, soit de réinsertion. Voilà. Donc, comme Madame Chavot l'avait précisé, donc je ne m'attarderai pas là-dessus, sur la convention tripartite avec l'AGFIP, le FIP et l'assurance maladie. En effet, sur les 4 piliers de l'approche de la démarche précoce d'insertion, comme je le disais, elle est essentiellement interdisciplinaire. Donc, on mêle différentes compétences autour du patient avec chacun sa spécialité pour servir au mieux le projet professionnel qu'on construit avec le patient. On se situe bien dans une temporalité précoce, puisque c'est pendant même l'hospitalisation, donc on est encore au début du parcours. Euh, on évalue aussi tous les besoins liés à la personne, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le projet socio-professionnel qui est travaillé, et les équipes vont également prendre en compte tous les freins périphériques. Par exemple, on parle très souvent de mobilité, puisque c'est l'un des premiers freins à la réalisation du projet professionnel. Donc, toutes ces choses-là, que ce soit la dimension sociale, la dimension mobilité ou autre, sont prises en compte dans la constitution du projet et dans la mise en œuvre. Et donc tout ceci va être, comme le dernier pilier le représente, sera personnalisé patient par patient en fonction de ses besoins et de son projet. Voilà, donc pour ce diapo, c'est OK. Et donc je terminerai et ensuite je laisserai la parole aux différents coordinateurs des unités répartis sur les Hauts-de-France. Je terminerai simplement en vous donnant des exemples de professionnels qui composent ces équipes. Généralement, ils sont composés donc de médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation, des ergonomes, des psychologues du travail qui sont du coup beaucoup plus axés sur la dimension professionnelle et le projet professionnel, des ergothérapeutes sur la partie notamment fonctionnelle, des neuropsychologues sur la partie cognitive, assistants de services sociaux, secrétaires et autres. Il y a aussi parfois d'autres professionnels qui peuvent être mobilisés par l'équipe Comet, justement, comme je vous disais, pour nourrir le projet professionnel qui est en construction avec le patient. Voilà, donc maintenant je vais laisser les équipes, enfin chaque équipe présenter comment elle s'organise sur le territoire et comment elle est composée d'ailleurs par ses intervenants. Ensuite, on pourra rentrer plus dans le détail de la méthodologie Comet. Merci Vianney. Bonjour à tous. Donc Christelle Seux, je suis coordinatrice de l'équipe Comet de Berck, donc en direct du Pas-de-Calais, sous la belle météo aujourd'hui. Donc vous avez à l'écran effectivement l'implantation sur les Hauts-de-France des différentes équipes Comet. Donc chacun des coordinateurs juste après vous fera une présentation rapide de leur unité. Voilà, en tout cas, ce premier aperçu pour vous démontrer que le territoire des Hauts-de-France est plutôt bien représenté par des équipes Comet. Voilà, avec une présence donc dans l'Oise, dans le Pas-de-Calais à plusieurs endroits et dans le Nord également à plusieurs endroits. Donc juste un petit focus et vous voyez les coordonnées mail de chacun des coordos. S'il y a besoin de donner également un contact téléphonique, on le fera suivre à Fleur. La slide d'après, donc pour vous préciser rapidement qui est l'équipe de Berck. Voilà, donc aujourd'hui, l'équipe de Berck est une assez grosse antenne finalement du réseau Comet France. Donc l'année dernière, en 2025, on a accueilli pratiquement 850 patients, donc avec une progression qui ne cesse d'augmenter. C'est une bonne nouvelle depuis ces dernières années. Notre centre de rééducation, donc Jacques Calvé, à Berck, du coup, a plutôt des spécialités que vous voyez apparaître au milieu de l'écran, donc sur, bien sûr, les blessés médulaires, différentes pathologies neuro, que ce soit des scléroses en plaques, des troubles neurofonctionnels, des Parkinson, voilà, donc ça peut être ce genre de pathologie que nous accompagnons.
réunion. Également de la cérébrolésion, donc traumatisme crânien, AVC ou équivalent de ces pathologies-là, et effectivement toute une filière dédiée à l'orthopédie et aux amputations, et depuis peu et de plus en plus une filière oncologie, hématologie, voilà, puisque maintenant ces pathologies font aussi l'objet de soins de suite et de réadaptation au sein des différents centres de rééducation de France. Pour notre part, donc, le centre Calvier dispose d'une capacité d'accueil en hospitalisation complète de plus de 300 lits, et également, c'est pas nécessairement connu, on peut participer à des dispositifs de rééducation, réadaptation en hospitalisation de jour, donc en y venant que le matin ou 3 journées par semaine, voilà, selon les besoins, selon l'éloignement. Et voilà, et dans ce cadre-là, les professionnels de l'équipe Comet peuvent aussi intervenir sur de l'accompagnement Comet. Il n'y a pas impérativement un besoin d'hospitalisation complète. Je vous ai mis en bas de la slide donc un pourcentage des personnes qu'on a accompagnées, donc c'est 850 personnes accompagnées en 2025. Chaque année, c'est entre 15 et 20%, et c'est globalement équivalent sur toutes les équipes Comet des Hauts-de-France. 15 à 20% de nos publics sont ou titulaires de la fonction publique ou ont un employeur public actuellement. Donc, du coup, ça fait une belle représentation de nos patients, et donc ça nous donne toute la possibilité d'accompagner également ces publics-là. Nous, côté Berck, on a une plus forte représentativité des personnes de la fonction publique territoriale, hein, vous le voyez, 1 sur 2 de ces publics-là de la fonction publique territoriale en 2024 et un petit peu moins en 2025. Mais également, n'est pas en reste la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État, tout ministère. La composition de notre équipe, donc en reflet de ce qu'évoquait Vianney tout à l'heure, donc on a évidemment une bonne équipe composée de... On a un demi-ergonome. Voilà, en tout cas, beaucoup d'ergonomes, puisque notre approche, elle est principalement orientée sur le maintien dans l'emploi ou en emploi, donc que ce soit pour rester dans l'emploi qu'on occupait ou plus largement rester en emploi, même si c'est au travers d'une reconversion ou d'un reclassement. On a également une vingtaine de pourcents des personnes qu'on accompagne qui sont sans emploi quand ils nous sont orientés par les médecins. Donc, du coup, on intervient aussi pour ces publics-là, donc avec des profils de professionnels un peu différents qui sont plutôt des chargés d'insertion socio-professionnelle. Et évidemment, en backup, alors une secrétaire, une coordinatrice, mais également qui joue un rôle assez conséquent, nos assistantes sociales, puisque souvent, quand le handicap survient, eh bien, il y a des démarches un peu administratives, parfois complexes, qui se présentent à nous, notamment les dossiers de reconnaissance RQTH, donc avec mettre en lien toutes ces démarches MDPH, par exemple, et aussi des problématiques de financement. Donc, les assistantes sociales peuvent relayer nos professionnels ergonomes chargés d'insertion sur ces sujets-là. Et naturellement, on les a pas tous cités, mais c'est la force du réseau Comet, c'est d'intervenir avec les professionnels de soins, de rééducation dans l'établissement pour travailler vraiment en interdisciplinaire, et ce qui donne effectivement la marque, l'expertise santé-travail du dispositif Comet. Voilà pour l'équipe de Berck rapidement. Et puis, je vais passer la main donc à mon collègue à Romain, plutôt du secteur de Lille. Oui, merci Christelle. Donc, on va passer la parole à Romain Lermite. Bonjour, donc moi je suis Romain Lermite, je suis ergonome et je coordonne l'équipe Comet France de la métropole lilloise. Donc comme l'a dit Vianney tout à l'heure, il y a des équipes qui sont qui sont basées sur un seul établissement. Nous on est une équipe multi-établissement, donc en fait on est notre centre administratif porteur, c'est le centre de l'Espoir qui est à Villeneuve-d'Ascq à Lille, et puis ensuite on intervient aussi au CHU, donc auprès de l'hôpital Zwinguedo, et à Bailleul, auprès du centre de la Fondation Opale, Claire Séjour. Donc, ce qui fait qu'en cumulé, on a environ 320 lits sur les 3 structures. Et donc, on a à la fois des hospitalisations complètes, des hospitalisations de semaine, des hospitalisations de jour, comme l'a dit Christelle juste avant, et on a aussi des hospitalisations de bilan. Donc, par exemple, en école du dos, où les personnes peuvent passer une semaine pour avoir déjà une sensibilisation vraiment en termes de prévention, avec kiné, ergo, etc., pour faire un peu le point sur leur situation, ou ça peut être des hospitalisations bilan,
autour de la cérébrolésion en ce qui concerne les traumatismes crâniens ou les AVC, pour vraiment faire un point sur là où en est la personne. Pareil, c'est des hospitalisations pluridisciplinaires où il y a vraiment un check-up qui est fait au niveau général sur la situation de la personne. Voilà. Et donc, même sur ces hospitalisations-là d'une semaine, nous, on peut aussi intervenir. On fait un point avec le service au niveau professionnel et ça enclenche aussi notre accompagnement à partir du moment où on a l'accord du médecin. Voilà. Alors, nous, un petit peu comme Merck, hein, on a aussi une spécialité autour du système nerveux. Donc, comme on l'a dit, voilà, ça peut être traumatisme crânien, enfin tout ce qui est neuro, traumatisme crânien, AVC, sclérose en plaques. On a aussi des choses autour de l'appareil locomoteur, tout ce qui est neuromusculaire, polytraumatisé. On a un gros pôle amputation au centre de l'Espoir. Et après, sur nos 3 centres, on a aussi comment dire, beaucoup de séjours autour de la lombalgie chronique ou des lombalgies plutôt complexes. Donc ça, vraiment, c'est des séjours qui sont à la fois sur Claire Séjour, à la fois au CHU et à la fois au Centre de l'Espoir. Puis, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 1 ou 2 ans, on a, comment dire, au CHU, s'est développé aussi avec l'Institut Cœur-Poumon de la rééducation autour de tout ce qui est pathologie cardio-respiratoire. Donc voilà, ça c'est pareil. On peut aussi avoir quelques personnes qui ont des difficultés, voilà, type post-infarctus ou des choses comme ça. Et puis là, sur l'Espoir, depuis octobre, il y a un service grand brûlé qui a ouvert. Donc depuis 1 an, on commence à suivre des personnes brûlées. Voilà, donc alors nous, on est composé donc d'un ergonome qui est moi, d'une ergothérapeute, d'une assistante sociale, de 2 psychologues du travail. Et puis ensuite, comme on l'a évoqué, du coup, on travaille avec les services, notamment pendant les hospitalisations, pour déjà commencer à travailler sur les projets ou pour déjà commencer comment dire, à envisager les aménagements qu'il pourrait y avoir après pour la suite. Voilà, alors nous, on accompagne moins de personnes qu'à Berck, puisque là, on est à 418 patients pour 2025. C'est un petit peu moins que en 2024, on était à 449. Et pareil, c'est assez stable. Environ 20% des personnes qu'on accompagne sont des personnes de la fonction publique. Voilà, donc ce qui fait que on est quand même au quotidien dans l'accompagnement des agents de la fonction publique. Voilà, c'est bon pour nous. Je passe la main à mes collègues. Merci Romain. Donc on va passer la parole aux collègues de Fouquier et Arras. Bonjour, Aurélien Delbecq, donc ergonome et coordinateur de l'équipe de Fouquier-les-Lances et Arras sur les centres de Sainte-Barbe à Fouquier-les-Lances et sur le centre Opale Rééducation à Arras. On intervient de la même manière, hein, sensiblement, que les autres équipes. Notre équipe à nous, elle est constituée d'1,8 ergonomes, psychologues du travail, de 0,5 assistantes sociales, de 0,3 ergonomes et ergothérapeutes, la double casquette, de 0,3 MPR et de 0,2 coordinateurs, plus il y a un 0,1 neuropsychologue qui peut être mobilisé puisque notre établissement est spécialisé dans le système nerveux. Notre capacité en termes de lits, on est à 133 lits et 46 places, pardon. Et on intervient principalement sur le système nerveux et sur les pathologies rachidiennes. Choix qui s'est fait sur le site d'Arras, puisque il y a d'autres pathologies qu'on pourrait également suivre sur le site d'Arras, mais nous ne sommes pas suffisamment dotés. Pour la fonction publique, on est dans les mêmes chiffres que les autres équipes, hein. On est plus ou moins à 20%, 17% en 2025, 18% en 2024, et principalement également sur la fonction publique territoriale, donc 42% en 2025 et 55% en 2024. Voilà, le reste, je pense, a déjà été dit. Je vais passer la main au suivant. Merci Aurélien. Donc on va passer la parole à Caroline de Beauvais. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Caroline Fouquier. Je suis ergothérapeute ergonome et coordinatrice de l'équipe de Beauvais.
Donc, l'équipe Comet Beauvais se situe au centre de rééducation UGCAM Saint-Lazare. Donc, en fait, le centre a fait le choix d'adhérer à l'association Comet France il y a maintenant 20 ans. Donc, effectivement, on est une équipe qui est bien implantée dans le territoire. L'équipe au centre de rééducation se compose, on est en fait, il y a moi-même, il y a le psycho du travail qui est ergonome également et la secrétaire Comet qui sont vraiment dédiés qu'à l'activité Comet. Et après, j'ai envie de dire que tous les soignants du centre de rééducation participent à l'activité Comet France. Donc, on a un médecin qui est référent de l'équipe, mais en fait, toute l'équipe médicale prescrit du Comet France. Et on s'appuie bien sûr sur le plateau technique avec nos rééducateurs qui peuvent aussi orienter vers l'équipe et avec qui on travaille forcément de façon rapprochée, notamment sur l'évolution et la récupération des patients qu'on accompagne pour envisager effectivement le projet professionnel qui, comme ça a déjà été cité auparavant, le premier objectif est vraiment le maintien en emploi et et effectivement, la récupération et les bilans tout au long de la prise en charge des patients est nécessaire afin aussi d'aider les services de médecine du travail, les employeurs, etc., pour voir un petit peu comment on peut envisager cette reprise d'emploi. Donc, effectivement, au sein du centre, on a une capacité de 100 lits, hein, donc des gens qui vont dormir sur place. Alors, le séjour moyen est environ, on va dire, de 4 à 5 semaines. Hein, tout dépend après des pathologies qu'on va accompagner et du besoin de la récupération du patient. Et puis, on a 50 places en hôpital de jour où les gens vont venir soit tous les jours, soit 3 fois, soit 2 fois, en fonction aussi des besoins, de la fatigabilité, de l'éloignement de la personne au niveau, par rapport au centre. Donc, la spécialité au niveau du centre de rééducation, c'est vraiment le système neurologique. Donc, nous, on accueille 24% hein, de personnes atteintes de ces problématiques. Après, on a l'appareil locomoteur pour 58%. Et puis, on a aussi une spécificité par rapport aux prises en charge des rachis, où on accueille des groupes sur 4 semaines pour redynamiser un petit peu. Alors, en fonction, il y a des critères hein, par rapport à l'entrée, en fonction effectivement du problème rachidien. Et on a aussi une unité de rééducation nutritionnelle qui a aussi un programme très spécifique pour accueillir les personnes qui ont ces pathologies. Donc, au niveau 2025, on a accueilli 201 patients ont été accompagnés hein, sur l'année. Et pour 156 en 2024. Donc, on voit qu'effectivement, selon les années et les accueils des patients, il peut y avoir effectivement un delta de différence. En tout cas, notre équipe est dotée pour 100 accompagnements. Donc, vous voyez qu'en tout cas, la demande est là. Et au niveau de la fonction publique, hein, c'est un petit peu comme mes collègues hein, des Hauts-de-France, c'est-à-dire que nous, en 2025, on a accueilli 20% de personnes venant de la fonction publique pour 17% en 2024. Donc pareil, hein, ça va dépendre effectivement de l'accueil des personnes, des problématiques au moment où ils vont arriver au centre. Donc nous, de la même manière, hein, c'est vraiment les médecins qui prescrivent en fait l'orientation vers Comet France, vers l'équipe pour un premier contact, pour vraiment faire cette première analyse du projet professionnel qui va déclencher ou pas par la suite. Voilà un petit peu pour la présentation de l'équipe de Beauvais. Merci Caroline, merci à tous pour la présentation de chacun de vos centres. Avant de passer la parole à Christelle sur les prochaines slides, je voulais juste rappeler à nos participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions dans l'onglet Q&R ou dans l'onglet Conversation et que nous prendrons les questions en allant ou à la fin du webinaire. Voilà. Donc Christelle, je te laisse la parole. Merci.
Oui, alors on a beaucoup parlé effectivement de la composition des équipes Comet et de leur implantation sur le territoire Hauts-de-France. Mais évidemment, vous le savez autant que nous, des sujets de maintien ou de réinsertion, de retour en emploi ne peuvent pas se faire en vase clos et avec une seule part des parties prenantes. Donc, rendons à César ce qui est à César. Et voilà, on a souhaité sur cette slide-là relister. Alors, c'est pas exhaustif complètement, mais les interlocuteurs récurrents, pardon, qu'on mobilise pour faire de l'accompagnement individualisé des différents patients. Donc évidemment, en premier lieu, les médecines du travail et forcément, je le reprécise aussi, la mobilisation de ces acteurs-là ou leurs sollicitations, les relais qu'on fait auprès d'eux, ça se fait avec l'accord du patient, évidemment. Hein, le sujet de l'autodétermination du patient, on l'a très à cœur dans notre fonctionnement et dans le protocole d'intervention Comet. Mais voilà, les médecines du travail, forcément, quand on est sur un sujet de handicap qui survient, de questionnement autour d'un maintien dans l'emploi, d'aménagement, d'études de poste, sont nos interlocuteurs privilégiés. Et derrière les médecines du travail, de plus en plus aussi les cellules PDP de prévention des insertions professionnelles. Évidemment, et vous êtes un certain nombre aujourd'hui sur le webinaire, les personnes de la cellule RH qui ont des rôles de référent handicap ou équivalents. Il nous arrive aussi également de travailler directement avec l'encadrement de proximité, les managers des patients. Alors là, encore plus avec leur accord, bien sûr, et quand il s'agit éventuellement de réenvisager une reprise à temps partiel thérapeutique, de questionner, d'interroger la possibilité d'aménagement de poste, que ce soit sur le volet organisationnel, technique ou humain, forcément, on est là aussi pour faire de la médiation et soutenir la personne dans cette perspective-là de retourner en emploi. Après, des interlocuteurs, là aussi incontournables, forcément l'assurance maladie ou les équivalents. Je l'évoquais tout à l'heure, la MDPH qui forcément est le premier interlocuteur quand il s'agit d'aller valoriser, enfin, ou d'aller solliciter une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et puis le FIP, bien représenté aujourd'hui, notamment pour tous les dispositifs de financement des aménagements qu'on pourrait imaginer ou toute autre question relevant du FIP. Pour des personnes qui sont sans emploi ou qui le deviennent, ou également Cap Emploi, puisque vous savez Cap Emploi a sa branche maintien dans l'emploi, et notamment on recevait hier très récemment un collègue qui est CEP, conseiller en évolution professionnelle au sein du Cap Emploi, donc il fait cette activité de CEP pour des personnes RQTH. Là aussi, ce sont des interlocuteurs naturels autour de nous qu'on mobilise quand il s'agit peut-être d'aller questionner un sujet de reconversion ou quand il s'agit de mettre en place des aménagements en lien avec Cap Emploi. Et puis évidemment, les organismes de formation, quand le sujet n'est pas forcément de retourner en emploi, mais d'envisager peut-être une reconversion et qui nécessitera un retour en formation. Organismes de droit commun, mais aussi des établissements plus spécialisés. Je pense à l'UEROS, ce dispositif pour des personnes cérébro-lésées stabilisées, dispositif qui va leur permettre de réinterroger leurs projets sociaux professionnels. Et puis là aussi, sur orientation de la MDPH, ce dispositif de réadaptation professionnelle ou de préorientation, donc de redéfinition d'un projet professionnel quand le handicap est survenu. Ou le DEA, que vous connaissez sans doute, le dispositif emploi accompagné, très implanté aussi sur le territoire Hauts-de-France et qui travaillent sur du maintien aussi. On les connaît beaucoup sur l'insertion, mais qui travaillent aussi sur du maintien en emploi. Juste après, sur la slide, on a souhaité, façon popcorn, vous mettre un peu un panorama, mais qui est vraiment pas exhaustif, un panorama de ce que peut faire un professionnel de l'accompagnement Comet. Voilà, donc Vianney le disait tout à l'heure, c'est de l'accompagnement individualisé. Donc quand on fait un premier entretien d'évaluation, de rencontre, on ne sait pas avant de commencer par quel bout on va prendre l'accompagnement parce qu'on ne connaît pas exactement la situation de santé, on ne connaît pas non plus l'envie
suivi l'orientation, la motivation et la situation aussi sociale de la personne. Donc voilà, en tout cas, on a dans notre boîte à outils tout un tas de possibilités de mobilisation, d'intervention. Évidemment en situation de travail, parce qu'on intervient très tôt en précocité pendant l'hospitalisation, qu'elle soit complète 2 jours ou bilan, mais ça ne nous interdit pas de sortir aussi des murs de notre établissement et d'aller faire de l'évaluation de situation en milieu de travail ou en organisme de formation. Voilà, que ce soit de l'étude de poste sur validation d'intervention par un médecin du travail, mais ça peut être aussi sur des choses un peu plus légères, entre guillemets, sur de la mise en situation ou simili essai encadré, qui va nous permettre assez vite avec l'employeur et avec la personne à accompagner, de déjà toucher du doigt plus concrètement quels seraient les besoins d'aménagement de poste et de les tester éventuellement. Donc j'ai aussi, je crois, à noter quelque part les essais de matériel qu'on peut aussi proposer pendant l'hospitalisation ou après l'hospitalisation. Bien sûr, puisque les fonctionnements français sont ainsi faits, il y a un volet très administratif dans ces démarches-là et qui peut être complexe. Donc là, on a une expertise auprès de nos professionnels et relayée parfois par les assistantes sociales qui permettent de soutenir dans le montage de dossiers administratifs, quel qu'il soit. Et puis aussi d'aller, quand c'est nécessaire, d'aller rechercher des financements et là aussi, donc du coup, forcément de soutenir dans le montage de dossiers. Le sujet de médiation avec les différentes parties prenantes, je reviens pas puisque je l'ai cité juste avant, mais c'est un rôle important qu'on a, donc de préparer ces entretiens, de les réaliser aux côtés du bénéficiaire du patient ou de lui permettre de le réaliser de façon autonome mais outillée, éclairée. Et puis évidemment un sujet d'aide à l'élaboration du projet professionnel, quel qu'il soit. Souvent, et c'est en quantité, c'est principalement vers des scénarios de maintien dans l'emploi qu'on accompagne nos personnes et également de la fonction publique. Mais évidemment, on n'exclut pas, si c'est le souhait de la personne, d'envisager une reconversion, un reclassement, une reprise d'études ou de formation. Et donc, dans tous ces couleurs-là, dans toutes ces variantes-là d'accompagnement au projet professionnel, on mobilise les dispositifs, les financements et les expertises territoriales ad hoc. Peut-être la slide d'après, alors c'est surtout pas, parce que je vois que l'heure tourne, surtout pas pour vous inonder de chiffres et vous aurez ces données-là après en PowerPoint et en replay. Je vous le disais en début de webinaire, donc un peu plus de 1600 personnes qui auront été accompagnées dans les Hauts-de-France par le réseau Comet, donc 15-20% selon les équipes issues de la fonction publique ou ayant un employeur public. Les phases 1, 2, 3, 4, alors c'est un peu jargonneux, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est tout simplement, ça dessine le protocole d'intervention Comet. Donc la phase 1, c'est vraiment la rencontre, le diagnostic social et professionnel, la remontée d'informations. Bon, c'est 1, 2, 3 entretiens en général qui se passent avec le bénéficiaire le plus précocement possible. Donc là, vous avez le nombre de personnes qu'on a accueillies en 2025 sur cette phase 1. Phase 1 qui peut aller très très vite. On peut rapidement passer en phase 2 où là, la personne sait déjà vers quel horizon professionnel elle se projette, si c'est plutôt un maintien, ou non, il va falloir plutôt envisager une reconversion, un reclassement, voilà. Donc, on peut rapidement passer sur cette phase-là. Ou au contraire, si l'état de santé en phase 1 n'est pas stabilisé, que c'est encore un peu flou pour la personne, c'est difficile parfois d'envisager la situation de travail quand il y a une survenue grave d'accident de santé. Voilà, donc les durées des phases, elles peuvent être au plus long d'1 an, d'une année, donc on a le temps de faire un accompagnement soigné, mais ça peut aussi être beaucoup plus rapide si la situation de santé le permet, la personne est OK avec ça et qu'on arrive à mobiliser tous les interlocuteurs. Donc déjà pour rassurer, vous vous dites, mais entre 1223 personnes accompagnées en phase 1, il n'en reste que 882 en phase 2. Eh bien oui, parce qu'il y a des personnes, quand on les reçoit en début de phase, finalement, se sentent autonomes pour prendre en charge leur accompagnement. Elles sont au clair, elles ont des relais dans l'entreprise ou auprès, par exemple, des référents handicap. Donc finalement, notre intervention, elle est plus nécessaire. Nous, on a juste été un facilitateur en début d'accompagnement. À l'inverse, d'autres personnes souhaitent que Comet
Comet continue à les accompagner plus longuement sur l'élaboration et l'étude de faisabilité de leur projet professionnel, projet d'insertion, jusqu'à parfois de la phase 3 où là, on va aller jusqu'au bout du bout, déployer le plan d'action et c'est des situations comme celle-là qu'on va vous témoigner juste après pour Beauvais et pour Lille. Voilà un petit peu rapidement les grandes statistiques. On parlait, merci Fleur, on parlait à plusieurs reprises effectivement des pathologies lombaires chroniques ou complexes. Eh bien oui, toutes équipes Comet des Hauts-de-France confondues, c'est pratiquement 40%, alors pas spécifiquement fonction publique, hein, mais les patients qu'on accompagne sont à 40% concernés par des problématiques de rachis. Donc c'est souvent de l'hospitalisation assez courte. Nous à Berck, c'est de 3 à 4 semaines, et donc là, même en 3 à 4 semaines, on arrive déjà à dégrossir, passez-moi l'expression, des sujets d'accompagnement socio-professionnel. Juste derrière, c'est effectivement les pathologies neurologiques, quelles qu'elles soient. On parlait des cérébrolésions tout à l'heure, mais ça peut être aussi des pathologies neurodégénératives. Hein, je pense à la sclérose en plaques en particulier, ou aussi toute la famille des troubles neurofonctionnels. La fibromyalgie, par exemple, en fait partie. Les problématiques ostéo-articulaires, hein, donc où qu'elles se situent au niveau du corps, et puis les pathologies autres représentent quand même pratiquement 10%, et on le voit avec les filières onco-hémato qui commencent à se déployer et les brûler aussi. Romain le précisait sur les antennes de Lille. La slide suivante, et peut-être que pour les statistiques, on en fera encore une derrière, mais on s'arrêtera parce que je vois l'heure qui tourne. Là, c'est juste une photo. Alors, j'aurais pu vous proposer plein de statistiques. Alors, pour pas vous fatiguer complètement, voilà, l'équilibre homme-femme, il est assez stable chaque année. Voilà, c'est à peu près moitié-moitié de messieurs et de mesdames qui nous accompagnons dans le cadre de Comet. Sur la proportion d'âge, on a quand même des gens plutôt, alors 36 ans, on est encore très jeune, mais plutôt déjà avec une carrière professionnelle qui a été amorcée, engagée, et donc il va se passer quelque chose avec la survenue du pépin de santé. Voilà, donc ça représente 60% de nos publics accompagnés, 36-55 ans. Inutile de vous dire que plus on avance en âge, plus le niveau de formation, ou moins le niveau de formation est élevé, que la problématique peut-être de maintien ou de réinsertion, de reconversion va être complexe. Voilà, donc d'où l'intérêt aussi de la précocité dans l'âge aussi et dans l'intervention d'accompagnement socio-professionnel. On le disait, Vianney le citait, sur des problématiques de mobilité, puisqu'on intervient aussi sur ces sujets-là. Donc là, je vous ai mis une autre problématique, un autre frein, qui est celui du logement et de l'accessibilité du logement. Effectivement, quand avant, il n'y avait pas de fauteuil et qu'après, il y a un fauteuil, effectivement, nos collègues vont travailler aussi sur les aménagements qui seront nécessaires au domicile, et y compris les financements qui vont être ad hoc. Donc là, vous le voyez que en fin de phase 3, donc là, quand on a accompagné des personnes assez longuement, on arrive à baisser, réduire le taux de personnes qui sont concernées par une problématique d'accessibilité de leur logement. Et sur les RQTH, les chiffres le démontrent. Hein, sur toutes les personnes qu'on accompagne dès le début, en phase 1, il y en a 1 sur 2 qui n'est pas bénéficiaire de la RQTH. Et en phase 3, là, pour le coup, il y en a beaucoup moins qui ne sont pas bénéficiaires. Donc, ça veut dire qu'il y a eu besoin d'aller chercher une RQTH ou quelque chose d'équivalent bénéficiaire de l'OETH. Merci Fleur. Une dernière slide, c'était pour vous évoquer effectivement, et Caroline l'a redit tout à l'heure, majoritairement, donc là vous avez une statistique qui va évaluer les personnes en 3e phase, donc cette phase où on va être dans le déploiement, l'accompagnement au projet professionnel, donc c'est quand même majoritairement, pratiquement 9 sur 10 des personnes qu'on accompagne sur cette phase-là qui sont dans une logique de maintien en emploi, pas forcément dans leur emploi, mais en tout cas en emploi. Mais il faut pas l'occulter aussi, des entrées en formation qui peuvent être relativement recherchées par les personnes qu'on accompagne. Après, s'agissant parfois, c'est d'aller chercher, en plus de l'entrée en formation, le financement de la formation. Une dernière slide, et puis après, je vais laisser la parole à Caroline pour le témoignage de la situation de Beauvais. Donc là, on est sur les fameux 89% qui vont chercher un maintien dans l'emploi.
dans quel type de lieu, en fait, ils se maintiennent. Donc, c'est quand même principalement dans leur entreprise d'origine. Tout le travail de médiation qu'on a à faire avec les référents handicap, l'encadrement de proximité, les interlocuteurs RH et en déclinaison aussi les centres de gestion et vous tous qui êtes sûrement autour du webinaire. C'est pour bonne part, trois quarts des cas, on arrive à maintenir la personne dans son ancien poste. Donc ça, c'est bienvenu aussi quand on rencontre parfois, vous vous en doutez, psychologiquement des personnes qui sont atteintes, qui ont parfois la difficulté de faire un deuil d'une carrière, d'un emploi, d'un collectif de travail dans lequel ils se sentaient bien. Donc voilà, c'est de pouvoir maintenir dans le poste, c'est parfois une bonne nouvelle, mais quand c'est pas possible, on a d'autres outils dans notre manche pour accompagner. Principalement, ces 89% de personnes qui se maintiennent dans l'emploi, c'est quand même sur du CDI, et ça, c'est une bonne nouvelle, CDI ou équivalent titulaire de la fonction publique. Et on a aussi, parce que ça fait partie de notre outil, nos outils d'accompagnement, le temps partiel thérapeutique qui peut être mis en place sans attendre une phase 3, mais en tout cas, qui fait partie des dispositifs qui peuvent aider à une reprise en douceur, soignée, attentionnée, pour finalement être dans un maintien dans l'emploi durable, puisque on intervient en précocité le plus tôt possible, on intervient aussi en durabilité. Les scénarios d'insertion qu'on travaille, c'est pour qu'ils durent dans le temps et que les personnes n'aient pas, quelques années plus tard, à nouveau à se reconfronter à cette complexité de maintien dans l'emploi. Peut-être pour pas, voilà, je pense qu'on peut aller sur Beauvais, effectivement, Flore, pour pas inonder trop de chiffres nos auditeurs. Et c'est Caroline Merci. du coup. Vas-y, Caroline. Ouais. Merci Christelle. Donc moi, je vais vous présenter un accompagnement qu'on a fait effectivement au niveau de l'équipe de Beauvais. Donc effectivement, c'était Madame, on va l'appeler Madame S, qui était agent de service hospitalier. Donc là, on est bien dans la fonction publique hospitalière. Donc c'est une dame qui est âgée de 54 ans, qui occupe ce poste de travail depuis 36 ans. Donc quelqu'un qui a quasiment toujours travaillé au même endroit et qui, en mars 2021, fait une chute et au sein de sa structure, une chute assez importante puisqu'effectivement, cette chute occasionne un gros traumatisme crânien. Donc cette dame, elle est prise en charge, bien évidemment. Elle part au centre hospitalier d'Amiens et rapatriée un petit, après sur plus près de chez elle. Et elle arrive au centre peu de temps après, où elle est accueillie avec quand même des gros troubles cognitifs. Donc j'essaye de suivre parce que comme je parle beaucoup, je perds souvent le fil. Donc effectivement, c'est une dame, quand elle arrive, elle n'a pas de RQTH, elle n'a pas de souci de santé particulier. C'est une maman seule qui élève ses 2 enfants, un qui est juste majeur et l'autre qui est mineur. Elle est locataire de sa maison et où il n'y a pas de problème d'accessibilité. Elle conduit son véhicule. C'est quelqu'un qui a un niveau de formation CAP BEP. Donc effectivement, quand elle arrive au centre, en fait, c'est vraiment toute l'équipe du centre, enfin toutes les équipes du centre, autant sur le plateau technique qu'au service de soins, se mobilisent sur cette dame. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des troubles, une désorientation temporo-spatiale. Donc c'est quelqu'un qu'on peut vite retrouver à l'extérieur du centre. Donc effectivement, il y a une vigilance qui est mise en place pour ce type de patient où on est tous un petit peu au courant qu'il faut être très, très attentif par rapport à cette personne. C'est une personne qui donc travaillait dans un centre hospitalier, donc qui retrouve un petit peu les mêmes codes, on va dire, donc qui se sent assez à l'aise au niveau du centre et qui nous parle, qui a un côté désinhibé, donc effectivement qui nous parle un petit peu comme ses collègues de travail. Donc elle va être prise en charge très rapidement, surtout par le service social, parce que vous imaginez qu'une maman seule, avec encore un enfant mineur, et ça posait un petit peu des soucis. Donc effectivement, le service social a vraiment pris contact rapidement avec l'employeur, etc., pour essayer de dépatouiller un petit peu sa situation, pour voir un petit peu les enfants. Voilà, il y a eu un gros côté social qui a été pris en charge dans un premier temps.
L'aspect professionnel n'était pas forcément la priorité au départ. On attendait vraiment de voir comment elle allait récupérer, puisque au tout début, voilà, c'était pas du tout la priorité. On était vraiment sur de la rééducation, sur la récupération fonctionnelle, puisqu'elle avait des gros troubles d'équilibre, et puis surtout sur la mise en place des bilans cognitifs pour voir un petit peu, et la rééducation derrière, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça allait donner dans les semaines et les mois à venir par rapport déjà à l'exécution des tâches simples de la vie quotidienne. Hein. Savoir s'orienter dans l'espace, savoir à quel moment on était, enfin voilà. Donc il y a toute une stimulation qui a été mise en place. Il y a vraiment au service de soins toute une sensibilisation qui a été faite, tout l'aménagement de sa chambre qui a été fait aussi pour qu'elle soit vraiment beaucoup stimulée. Et au fur et à mesure des semaines, effectivement, suite à toutes ces préconisations du médecin, on a vu une récupération arriver avec un repérage dans l'espace, dans le temps, beaucoup plus adapté et un comportement aussi plus adapté. Donc, Madame a bien récupéré d'un point de vue fonctionnel. Elle a eu la marche dès le départ, mais avec des risques de chute. Au fur et à mesure, en kiné, au niveau du service APA, tout ça a été pris en charge. Donc, elle a bien récupéré. Au niveau cognitif, la rééducation avec la neuropsychologue, hein, sur laquelle nous, on s'est aussi appuyé pour la suite du projet. Voilà, elle évoluait bien. Mais par contre, vraiment avec une amnésie de l'accident, des circonstances de l'accident, un attachement par rapport à son métier. Hein, on sentait vraiment qu'elle était très attachée à son métier. Et donc, une des premières... nous, on l'a rencontrée au niveau de l'équipe Comet. En octobre 2021, donc vous voyez, c'est passé un certain nombre de mois, mais il n'y avait pas trop d'intérêt, en tout cas, pour qu'elle nous rencontre, nous, au niveau vraiment du début, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'élaboration du projet. Donc, il y a quand même eu un premier contact avec l'équipe, le médecin, le service social, pour déjà dédramatiser un petit peu la situation et la sécuriser. Et nous, on arrive vraiment après, quand on voit que d'un point de vue fonctionnel, ça commence effectivement à aller mieux et surtout au niveau cognitif, parce que c'était vraiment là le gros point pour cette dame, et une grande fatigabilité également. Hein, donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans nos accompagnements de retour vers l'emploi. Donc effectivement, on l'a rencontrée en octobre 2021, où elle était passée déjà en hôpital de jour. Donc c'était une première étape aussi pour se rendre compte comment ça se passait un petit peu à la maison, et puis reprendre le lien avec les enfants, hein, puisqu'effectivement, ça a été difficile aussi pour la famille, puisqu'au début, elle ne reconnaissait pas ses enfants. Hein. Donc, le premier rendez-vous, donc Madame est autonome chez elle, hein, elle reprend ses petites habitudes. Par contre, elle est très fatigable et elle garde encore des troubles cognitifs plus sur la mémoire immédiate et tout ce qui est attentionnel. Hein. Il ne faut pas lui demander de se concentrer trop longtemps, c'est un petit peu compliqué. Elle nous parle bien évidemment qu'elle veut reprendre son poste. Hein. Dans tous les cas, il n'y a pas question qu'elle fasse autre chose. Alors, Caroline, ton micro ouais, s'est coupé. ouais. Voilà. J'ai eu le signal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas où vous en étiez. Donc, effectivement, elle a le souhait de reprendre son poste. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour elle et on l'accompagne dans cette démarche-là. Donc, en amont, elle avait été, on monte le dossier à la MDPH. Donc, les assistantes sociales, effectivement, vont demander la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, l'AH, carte de stationnement, carte d'invalidité et la PCH. Donc, on a une réponse quelques mois plus tard. Tout a été accordé, sauf la PCH. Ce qui nous posait un petit peu quand même question, puisqu'effectivement, là, Madame ne veut pas reprendre la conduite automobile au moment où on la rencontre, mais on se dit s'il y avait un besoin d'aménagement, c'est quelque chose qui va peut-être bloquer un petit peu à ce moment-là.
On prend contact avec l'employeur, hein, donc effectivement au niveau du centre hospitalier, donc en juillet, pour expliquer un petit peu notre démarche, hein, parce que Comet, on n'est pas toujours forcément bien identifié par les structures. Donc présenter un petit peu notre accompagnement, expliquer un petit peu nous, voilà, quelle est notre place dans le projet de vie de Madame. Donc il y avait déjà eu un contact du centre avec l'employeur dès le début, hein, par rapport aux circonstances de l'accident et puis la mise en place de différentes choses, notamment administratives. Donc la dame, au moment où on prend contact, elle est en congé longue maladie. Donc, on demande une visite de pré-reprise pour effectivement qu'elle puisse être évaluée, voir un petit peu la récupération et on rentre dans la machine un petit peu du médecin expert, du comité médical, avec le projet pour Madame de reprendre son poste. Donc, on a un premier rendez-vous avec la référente handicap de la structure pour découvrir aussi le poste, expliquer aussi un petit peu les appréhensions de Madame, parce que Madame voulait vraiment pas retourner dans le service dans lequel elle était avant. C'était vraiment des angoisses pour elle. Alors, elle savait pas trop nous expliquer pourquoi. En tout cas, elle souhaitait pas retourner à ces endroits-là. Donc, on a vraiment eu une bonne écoute. Il y a vraiment eu un travail de collaboration avec la structure, hein, avec le centre hospitalier, où on a pu effectivement nous amener des éléments médicaux, des bilans cognitifs pour qu'ils puissent aussi apprendre à connaître cette nouvelle salariée, en fait, parce que c'était quand même quelqu'un qui revenait, qui allait peut-être revenir dans l'entreprise, mais avec un profil quand même un petit peu différent de la personne d'avant, et puis avec une partie de sa vie professionnelle qu'elle se souvenait plus quand même. Donc effectivement, le premier contact, on ne savait pas trop comment on allait pouvoir travailler ensemble, est-ce que ça allait être possible pour eux, etc. Mais on a vraiment eu un accueil tout à fait à l'écoute, avec un souhait tout de suite de vouloir accompagner la salariée à une reprise de poste. Et la difficulté qu'on avait, c'était la conduite automobile, puisque Madame ne voulait absolument pas, ne se sentait pas en capacité. Et les médecins, les essais de conduite, on a un simulateur de conduite au niveau du centre. On avait fait des essais, effectivement, au niveau attentionnel. Bon, c'était pas la neuropsychologue, elle n'était pas non plus favorable à cette reprise à ce moment-là. Donc, on a vu ensemble comment on pouvait effectivement, quelle aide on pouvait solliciter avec le FPHFP pour mettre en place un taxi qui vienne la prendre au domicile et qui l'emmène sur son lieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait par échange de mails. Enfin, on s'est appelé pour vraiment mettre en place. Alors, c'est vrai qu'avec cette personne, on était très proche d'elle puisqu'elle n'avait pas de conjoint. Donc, effectivement, dans toutes les démarches administratives, c'est vraiment le service social et le service Comet qui étaient vraiment les interlocuteurs avec l'employeur. Et ça s'est très bien passé, hein. On a essayé de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et des aides ont été sollicitées. Et on a pu effectivement, après l'accord du comité médical, les expertises, etc., mettre en place une reprise à temps partiel thérapeutique. Donc là, on est en avril 2023. Donc vous voyez, notre accompagnement, c'est quelque chose surtout sur des pathologies comme un traumatisme crânien qui prend beaucoup de temps entre le temps de la rééducation, la réadaptation, à mettre en place effectivement une reprise au quotidien, des habitudes, avant d'envisager effectivement cette reprise de poste. Et on met en place les différents outils. Et là, effectivement, le temps partiel thérapeutique était un des bons outils pour Madame, pour lui permettre de se retester à ce poste-là, et aussi à l'employeur de découvrir cette nouvelle salariée, voir un petit peu travailler aussi avec le collectif de travail, parce qu'effectivement, il fallait aussi sécuriser un petit peu cette reprise de poste. Il fallait quand même qu'elle soit en binôme, hein. C'était une des consignes aussi du médecin du travail, parce que pour voir sa fatigabilité, pour
pour voir si effectivement il n'y avait pas de problème plus cognitif qui pouvait interférer avec les tâches de son poste. Donc, tout s'est bien, tout s'est bien passé effectivement par rapport à la collectivité. Madame avait beaucoup d'appréhension quand même de la reprise du poste, mais elle a retrouvé tout à fait ses habitudes dès le départ. Elle nous a ressorti d'ailleurs les protocoles, etc. On était surpris de ce qu'elle se souvenait. Et aujourd'hui, Madame est toujours à son poste de travail où on l'a fait évoluer, augmenter en temps. Donc, elle a commencé à mi-temps et aujourd'hui, elle a repris à temps complet sur son poste, un peu différent puisqu'elle n'est plus dans les mêmes structures, avec une organisation différente, mais en tout cas, elle est toujours en emploi. Donc, c'est vraiment montrer ce travail de collaboration et le travail précoce, en fait, qu'on a pu faire, puisqu'effectivement, nous, on est structure de soins. On peut se dire, bah, c'est trop tôt, en fait, les gens, si on leur en parle là. Mais Madame, une fois, d'un point de vue cognitif, c'était un de ses souhaits, c'était reprendre son emploi. Donc, parfois, il nous arrive, effectivement, d'accompagner et que la personne se rende compte que c'est pas possible. Mais en tout cas, ça vient d'elle, c'est pas nous qui imposons ou un médecin qui dit bah, c'est pas possible. On essaye effectivement de faire un essai pour que les gens prennent conscience. Pour Madame, ça s'est très bien passé et au contraire, je pense que ça continuait de la stimuler d'un point de vue cognitif, la reprise de ce poste-là, puis aussi une reprise de place dans la société, j'ai envie de dire. Elle travaille, quoi. Elle n'est pas en arrêt maladie ou en dispo ou je ne sais pas. Enfin, elle a une vie professionnelle. Donc ça, c'était important pour elle. Donc effectivement, la précocité, je pense, de l'accompagnement, c'est quelque chose qui est important. Le fait aussi qu'on est équipe Comet, qu'on est en lien avec, on fait partie d'une équipe médicale, paramédicale, ça peut aussi apporter des éléments au comité médical ou au médecin du travail, puisque les médecins peuvent aussi communiquer entre eux pour avoir des éléments vraiment médicaux. On peut mettre en situation, nous les gens aussi, dans nos équipes. Ça veut dire que cette dame-là, bah, en rééducation, on la mettait aussi en situation professionnelle pour voir comment elle se comportait et comment son corps réagissait aussi à cette reprise de geste un petit peu. Bien sûr, un des atouts qu'on a eu sur notre situation, c'est vraiment la volonté de la salariée à reprendre son emploi. On sentait que c'était vraiment, j'ose dire, presque viscéral pour elle. Ça faisait 36 ans qu'elle était là-bas et pour elle, c'était vraiment important d'y retourner. Et puis, c'est vrai que nous, on a eu le soutien aussi. Moi, je m'appuie très facilement sur Handipact quand j'ai un doute ou quand je ne sais pas qui contacter. Et que c'est vrai que il n'y a pas que moi. On a tous cette possibilité de solliciter, alors c'est surtout avec Fleur, je communique, pour avoir la bonne personne, pour pouvoir expliquer la situation et le souhait de notre démarche. Donc, et puis, cette communication qui s'établit tout de suite, j'ai envie de dire, avec l'entreprise qui a joué le jeu aussi. Si effectivement on a un employeur qui est un peu plus frileux ou qui ne comprend pas bien la démarche, c'est vrai qu'on va avoir un petit peu plus de frein. Nous, ça s'est passé vraiment de façon tout à fait fluide, j'ai envie de dire. Et puis, les aides qu'on a pu solliciter au niveau du FIPHFP ont été aussi, ont permis la possibilité à Madame de retourner en emploi, parce que c'est pas le tout n'est pas de reprendre les tâches à son poste, mais c'est aussi comment je fais en amont chez moi pour avoir le temps de me préparer, m'habiller, enfin toutes les choses qu'on appelle nous de la vie quotidienne et de venir jusqu'au lieu de travail. Ça fait partie du projet professionnel. Et nous, c'est vrai que Équipe Comet, on étudie tout ça. C'est vraiment la globalité d'une prise en charge. C'est pas que l'étude du poste sur le lieu de travail qu'on va prendre en considération, mais bien tout le projet et tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Une des difficultés, je dirais, qu'on a pu rencontrer, c'est effectivement toutes ces strates de la fonction publique qui peuvent être parfois pour nous une difficulté parce qu'on pose une question ou on envoie la personne en expertise ou autre et il faut attendre parfois des semaines ou des mois pour avoir le compte rendu et que la personne veuille bien nous le partager. On n'a pas des liens directs avec ces interlocuteurs-là qui pourraient, je pense, être parfois intéressants. Mais après, je sais bien que c'est la difficulté un petit peu des décrets, des statuts de la fonction publique et on s'en incommode. Mais c'est vrai que parfois, ça nous ralentit dans notre projet. Voilà un petit peu pour le témoignage de Beauvais.
Merci Caroline. On a eu une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre, Oui, de Stéphanie Leblanc. Pourquoi l'agent est en CLM alors qu'il s'agit d'un AT, une action de travail? ça n'a pas été reconnu en AT. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Merci. Donc, on va passer tout de suite au témoignage d'accompagnement de l'équipe de Lille. On va commencer par une vidéo de la personne qui a été accompagnée. Puis Romain reviendra sur différents éléments. On n'entend pas le son, Fleur. Merci. Moi, je l'entendais. Euh, hein, je vais faire autrement. Hop. La vidéo est... c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Romain Lermite. Vous êtes ergonome coordinateur au Centre Comet France de Lille. Bonjour Monsieur Wavran. Vous êtes plombier chauffagiste à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Nous vous recevons ce matin pour une interview. Donc, vous, Monsieur Wavran, pendant votre hospitalisation, à la rencontre de l'équipe Comet, quelles étaient vos principales inquiétudes concernant le travail? Les inquiétudes étaient surtout de ne pas pouvoir reprendre dans mon poste, d'être limité, car bon, c'est un travail que je fais depuis l'âge de 16 ans, donc ça n'a pas toujours été évident. Donc l'équipe Comet était là justement pour me rassurer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel travail vous faites? Je suis plombier chauffagiste à la mairie. Bon, chauffage, on n'en fait plus maintenant, mais on travaille dans tout ce qui est bâtiments communaux. Donc quand je dis tout, c'est vraiment tout et global. Donc ça veut dire beaucoup, beaucoup de bâtiments. Tous les jours, on est sur le terrain et on n'est que 3 agents pour toute Villeneuve-d'Ascq. Donc, ça fait beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai que quand on s'était rencontrés, ouais, vous aviez cette crainte de devoir à un moment changer de métier aussi, Oui, potentiellement, ouais, de poste, de quitter le service dans lequel vous étiez. c'est un service où bon, j'ai toujours été, je ne me voyais pas faire autre chose que, voilà, que ce que je sais faire le mieux. Très bien. Quels ont été les intérêts et les impacts de pouvoir être accompagné dans votre projet professionnel pendant votre hospitalisation? Les impacts, en fait, niveau professionnel, niveau hospitalisation, bon, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Mais les intérêts, c'était surtout de me remettre sur pied, quoi. Ouais, puis ensemble, on a pu aussi prendre un petit peu d'avance déjà en faisant le dossier En faisant le MDPH dossier. pendant l'hospitalisation. J'avais des craintes sur ça, parce que plus ou moins les dossiers de DPH, c'est pas toujours évident. Donc Romain, Julie, ils ont été là pour m'aider, quoi, en fait. Ouais, puis on a pu après, comment dire, on a pu voir ensemble aussi pendant la rééducation, commencer déjà à discuter de la suite pour se projeter après, Oui. après la rééducation. La reprise de travail, les inconvénients, ce qui pouvait se passer, quoi. Ouais, histoire de préparer déjà un peu après votre sortie, on avait déjà commencé à discuter de Ce la qu'on question pouvait de la mettre en place, ouais. de ce qu'on pouvait faire.
c'était important, quoi. C'était important. Moi, on ne se lançait pas comme ça Et vous avez C'était toujours eu la l'aventure. volonté, de reprendre sur votre poste à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Oui, oui, c'était important pour moi. Parce que bon, j'ai mes connaissances, j'ai mes habitudes, changer de poste, c'est pas un poste où, disons, je bouge les postes, ça n'aurait pas été. J'ai l'habitude d'être sur le terrain, de sortir. Je peux pas rester derrière un bureau, quoi. Sans- Oui, c'est vrai qu'en plus, comme vous avez dit, c'était aussi un moment où, comment dire, vous saviez pas trop si vous pouviez reprendre, etc. C'était un Non, peu, comment dire, ouais, c'était un peu, c'était pas très très clair. Et donc du coup, aussi, ce que l'hospitalisation elle a permis, c'était aussi déjà de voir ensemble comment est-ce qu'on pouvait préparer la suite pour ouais, justement éclaircir ça. ouais. Et, Au niveau des experts, eux, ils n'étaient pas toujours, voilà, on a toujours envie de me faire reprendre dans mon poste. Ça n'a pas été évident, c'était un grand parcours. Et donc, justement, pendant l'accompagnement avec les professionnels de Comet, qu'est-ce qui a été déterminant pour construire votre projet de retour à l'emploi? Parce que vous avez l'air de nous dire que les experts n'étaient pas tous d'accord pour votre prise de travail, mais pendant l'accompagnement de Comet, qu'est-ce qui a pu être déterminant pour préparer cette reprise? Parce que Romain Julie, en fait, ils se sont déplacés son lieu de travail avec 2 demi-journées en immersion, quoi, mise en situation. Et donc là, ils ont pu monter un dossier avec photos, compte rendu, les points positifs, les points négatifs. Ils ont donné leur avis. Ils ont parlé avec les chefs de service. Donc ça a fait beaucoup. Ça a fait beaucoup. Même au niveau de mon expert. Donc elle a vu qu'en fait, j'étais bien suivi. Tout passait bien, quoi. Donc c'est ce qui a Et été donc, déterminant. ouais, tout à fait. Donc c'est Comet qui organise ces immersions Oui. pour pouvoir avoir des points factuels à communiquer aux médecins experts pour proposer une reprise. C'est ça, oui. C'est ça. ouais, c'est vrai on a eu la chance avec la mairie là, de Villeneuve-d'Ascq de pouvoir en fait très, très rapidement avoir tous les accords pour faire ces mises en situation pendant votre maladie professionnelle. Ouais. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi alors à la fois comment dire, de faire un peu le tour des tâches que vous faisiez, et puis de vous remettre un petit peu en situation pour que vous puissiez un peu vous évaluer, mais ça a aussi permis de faire un point avec le service sur la dynamique de la mairie, qu'est-ce qu'il était prêt aussi à mettre en place pour votre retour, parce que c'est pareil, il y a des besoins également, et si le service n'est pas en capacité de mettre ces aménagements en place, c'est pas la peine de se lancer sur une reprise. Donc là, c'était aussi un moment pour évaluer ça, évaluer un petit peu l'environnement, évaluer vous, votre capacité fonctionnelle, et que vous puissiez un peu vous présenter à l'expert avec tout ça. Avec rapidement, ouais. Ouais. Parce que bon, c'est pas tout reprendre, mais il faut aussi l'outillage adapté. Ça, bon, je ne sais pas, mais il y a des mairies qui n'ont peut-être pas non plus des budgets énormes. C'est pas évident. Donc pour ça, on remet avec la médecine du travail, justement, l'outillage qu'il fallait. Oui, et puis après, le référent handicap de la mairie qui est conventionné avec le FIP, a pu faire les demandes d'aide au FIP pour avoir les aides nécessaires pour financer votre aménagement de poste. Voilà. Et donc maintenant que vous avez repris une activité, qu'est-ce qui a fait la différence pour que cette reprise se passe bien? Depuis quand vous avez repris? Et est-ce que vous avez repris tout de suite à temps plein ou comment ça s'est passé? Non, j'ai d'abord été à 50% pendant 3 mois, en temps thérapeutique. Après, j'ai revu donc l'expert du sport, qui, en plus de mon médecin, qui m'ont remis encore 50% pendant 3 mois. Ensuite, donc, je les ai revus, ils m'ont mis 70%. Et ensuite, je l'ai encore revu et ils m'ont mis là à 100%. Ils ont vu donc, mon salaire, l'amélioration, que ce soit dans les mouvements, dans mes gestes. Donc ça s'est bien passé. Comme en fait, c'est sur 1 an. Sur 1 an, mais en 35 heures. Oui. Ouais, parce que moi, normalement, je fais 38 heures 15.
Là, c'était sur 35 ans. Puis du coup, c'est vrai que ça a été aussi un temps pour. Alors nous, on avait conseillé qu'il y ait effectivement pas une utilisation, une amélioration du matériel. C'est vrai que ça a été aussi un temps sur lequel la mairie peut faire l'achat des nouveaux matériels. Oui, ça s'est vraiment fait vite, quoi. On peut demander une semaine après, bon, après tout le temps, je l'avais, quoi. Non, ça s'est bien passé, c'est bien goupillé, comme il fallait. Je rencontre l'obstacle. Très bien. Ouais, c'est vrai que c'était important c'était important de rassurer tout le monde pour que vous puissiez reprendre. Parce que oui, il ne voulait pas non plus que je rechute, voilà, c'est surtout ça, quoi. Et c'est vrai que là, le temps partiel thérapeutique, il permet ça aussi, quoi. De reprendre, oui, petit à petit, mais on le ressent quand même, quoi, parce que plus on fait d'heures, après, soit on rentre, on est un peu plus fatigué, ou un peu plus mal aux membres, voilà. Et donc, ça vous a permis une reprise progressive, Oui. tout en sécurisant chaque étape, pour que maintenant vous puissiez reprendre à temps plein avec un aménagement de poste adéquat. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est ça. Très bien. Ben, merci, monsieur Hermite, merci, monsieur Wavran, pour cette interview. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Voilà. Donc, c'était l'interview vidéo de monsieur Wavran qui a été accompagné par l'équipe Comet de Lille. Je vais repartager la présentation pour reprendre les slides. Voilà. Donc, Romain, je te laisse reprendre la parole sur la situation de monsieur Wavran, sur l'accompagnement que vous avez pu effectuer. Ouais, donc rapidement, comme vous avez pu le voir, du coup, monsieur Wavran, il est plombier pour la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Donc nous, quand on le rencontre pendant son hospitalisation, il est en maladie professionnelle, arrêté depuis 2018, donc ça fait quand même un petit moment qu'il est en arrêt. Voilà, je pense que avec plusieurs maladies professionnelles, donc là, on est un peu sur ce que disait, quand on se rend compte, on est un petit peu sur ce que disait Caroline juste avant, c'est-à-dire que la question qui va très vite se poser, c'est est-ce que son activité professionnelle, elle est compatible avec elle est encore compatible avec son état de santé? Alors, bah, vous l'avez bien vu, monsieur Laurent, lui, il veut absolument reprendre et sur le papier, avec les dossiers médicaux, bah, c'est pas, combien ça nous semble pas cohérent. Ouais, je pense que tu peux passer à la prochaine, comment dire, à la prochaine diapo. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut sortir de cette contradiction d'avoir quelqu'un qui veut absolument reprendre et puis en même temps d'avoir alors soit le médecin de rééducation qui pense quand même qu'il faudra partir plutôt sur une reconversion et puis sûrement un médecin expert qui lui aussi va peut-être aller plutôt sur une inaptitude et demander un reclassement ou une reconversion par la suite. Alors, l'idée, c'était de tenter de faire des mises en situation. Alors, on pourrait les faire au sein du centre, mais la plomberie, bon, c'est un peu compliqué. Il faudra avoir des autorisations pour toucher à la plomberie du centre. Mais ce qu'on peut aussi faire, ça a été de tenter de voir avec la mairie de Villeneuve-d'Ascq si on peut faire ça directement, avec eux sur le poste. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, l'idée, ça a été déjà ensemble de faire le dossier MDPH pendant l'hospitalisation. Et puis, très vite, on allait voir le médecin du travail tous les deux. Donc, on l'a rencontré, on a discuté ensemble. Le médecin du travail se dit, nous a écouté aussi. Et c'était une bonne idée de préparer la future consultation avec le médecin expert. Et si possible, de la préparer avec, avec des mises en situation sur site. Voilà. Et donc à partir de là, on a fait le lien tout de suite avec le service RH de Villeneuve-d'Ascq qui ont été super réactifs et en un mois, on a pu avoir toutes les autorisations, à la fois l'accord du médecin du travail, l'accord du médecin traitant, tous les accords dont il y avait besoin au sein de la collectivité et on a pu faire les mises en situation. Voilà, donc à partir de là, on a fait 2 jours deux demi-journées de mise en situation.
L'intérêt, c'est qu'on a pu aussi passer avant, rencontrer du coup le responsable de Monsieur Wavran, avec qui il travaille depuis un petit moment. Donc ça a permis aussi comment dire, de prendre un peu le pouls de comment ça se passe en interne et puis de commencer à faire de la sensibilisation aussi sur qu'est-ce que ça veut dire de revenir avec un handicap, qu'est-ce que monsieur il pourra faire, qu'est-ce qu'il pourra pas faire, quelles sont aussi ses responsabilités en tant que manager par rapport à ça sur l'attribution, par exemple, des tâches, etc., etc. Voilà, donc là, tout de suite, on a pu, donc sur les mises en situation, on est resté là sur les 2 demi-journées avec lui et avec son manager. Donc il a pu faire changement de chauffe-eau, maintenance de toilettes, changement de robinetterie, puis ensuite installation de vidoir avec des opérations plus lourdes où il fallait vraiment soulever des éviers, percer des murs, faire du cintrage, donc tordre des tuyaux, des choses comme ça qui demandent quand même pas mal de force, un peu de répétitivité, et puis aussi des stations un peu statiques, voilà, avec les bras à 90 degrés ou des choses comme ça. Donc ce qui était quand même là des mises en situation un peu, enfin voilà, ça passe ou ça casse, on le voit assez vite dans ce genre de cas. Je pense que tu peux aller par la suite euh, à la diapo suivante, Fleur. Et du coup, bah, le bilan du bilan de ces mises en situation, on en retire quoi? Bah, on en retire que bah, déjà, c'est un métier dont on a beaucoup besoin au sein de la collectivité. Donc, perdre un plombier, c'est quand même, enfin, c'est difficile de recruter. Donc déjà, il y a une volonté de la mairie, de la collectivité d'aller sur un maintien là-dessus. En plus, son manager comprend très bien ses responsabilités et vraiment est très, comment dire, bienveillant et proactif sur la situation. Donc nous, on met quand même en garde que bah, il y a quand même un passif biomédical qu'il faut absolument prendre en compte à ce moment-là et que ça va passer par plusieurs choses, à la fois un aménagement, enfin ça va vraiment être un aménagement global, hein, c'est-à-dire qu'il faut suivre à la fois une répartition de l'organisation du travail qui soit cohérente pour laisser des temps de repos à ce monsieur, qu'il faut aussi pouvoir moderniser le matériel, c'est-à-dire passer sur du matériel pneumatique, passer sur du matériel électrique pour limiter les temps, comment dire, pour limiter les efforts déjà, puis ensuite les temps d'exécution. Voilà, redéfinir les tâches, instaurer de la polyvalence, comme j'ai dit avant. Donc c'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir une attention globale et puis aussi que monsieur, il a aussi une responsabilité envers lui-même, c'est-à-dire qu'il peut pas non plus se pousser dans les efforts. Il doit aussi être proactif là-dessus et dire, moi, je peux pas faire tel type d'effort. Là, il faut que je change de type de tâche. C'est aussi quelque chose qui va devoir faire au quotidien. Donc, si ces conditions sont remplies, apparemment, potentiellement, ce serait une reprise serait accessible. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Monsieur, il a pu reprendre à temps partiel l'année dernière, et puis là, il a repris à temps plein en janvier 2025. Alors voilà, nous, ce qui nous a vraiment facilité la tâche, ça a été la communication avec les acteurs, hein. Tout de suite, on a pu avoir accès à une consultation avec le médecin du travail, qui nous a facilité aussi la communication avec la collectivité, qui ont été super, comment dire, super proactifs et enfin, tout a été fait très vite. Enfin, franchement, et voilà, si ça n'avait pas marché, on aurait pu très vite passer sur autre chose aussi. Donc ça, c'est vrai que c'était très, comment dire, c'était très bien aussi parce que ça a permis de, comment dire, d'avoir une vraie discussion posée sur à la fois les risques de la situation, mais en même temps les solutions qui peuvent y être apportées. Et donc à la fois d'avoir vraiment comment dire, ouais, une discussion réaliste sur le fait de, bah voilà, on met ça en place, on ne sait pas comment ça va se passer. Potentiellement, on sait qu'il y a des risques, on sait que ça peut aller bien aussi, et on est tous là-dedans pour essayer de faire avancer la situation de Monsieur Wavran. Et puis là, la progressivité des actions, ça a été aussi important parce que bah, comme je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui n'avait pas repris le travail depuis plus de 5 ans. Donc c'est quand même long et il faut y aller petit à petit, quoi. Donc déjà reprendre contact avec quelqu'un de plus ou moins avec comment dire, des contacts auprès desquels il peut avoir pleinement confiance. Donc déjà le médecin du travail, son collègue manager qui connaissait bien, puis ensuite voir plutôt la collectivité, etc., etc. Pour ensuite aller sur le, comment dire, sur le temps partiel.
Alors, les difficultés, bah, en fait, enfin, les points de vigilance, bah, en fait, c'est qu'on aurait pu statuer. Alors, une des choses que moi je mets en avant, c'est qu'en fait, on aurait pu très bien statuer dès le début et dire que non, c'est pas possible. Et ne pas du tout prendre en compte le contexte, et notamment le contexte de la collectivité, qui là nous permet en fait d'aller plus loin sur ces situations-là. Donc, on aurait très bien pu rester sur nos a priori, déjà au centre de rééducation, hein, et nous-mêmes de dire. Bah, en fait, non, ce sera pas possible. Il va falloir envisager une reconversion et de pousser dans ce sens-là. Alors, voilà, du coup, ça, c'est, comment dire, un point, je pense, de vigilance. Il faut vraiment prendre en compte qu'il y a différents facteurs qui jouent. Alors, il y a à la fois les facteurs biomédicaux, il y a aussi les facteurs sociaux. Ça aurait été dans une autre collectivité ou dans un autre collectif de travail. Peut-être ce sera pas pareil. Et si demain, par exemple, le manager de Monsieur Wavran il change, peut-être que ça va tout changer et que la situation sera plus du tout la même et que ce sera plus possible. Puis, comme l'a dit Caroline juste avant, un point de vigilance aussi, c'est que là, on a eu la chance de pouvoir faire des mises en situation. Si on fait pas de mise en situation dans cette situation-là, si on peut pas aller sur le terrain, si on peut pas rencontrer les personnes, c'est sûr que jamais il reprend son poste. C'est pas possible. Enfin, moi, je vois pas dans quel monde ce serait possible où il reprend son poste. Si on peut pas avoir tous ces moments de communication, si la collectivité ne peut pas se déplacer, parce que comment dire, les services RH se sont aussi déplacés pendant les mises en situation, ils ont pu aussi observer ce qui se passait, etc. Si on peut pas avoir tous ces espaces de communication et d'échange, j'ai vraiment du mal à voir comment cette situation aurait pu, par exemple, passer au moins sur un temps partiel thérapeutique. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Romain, merci à tous. Euh, donc, pour rappel, plusieurs unités d'insertion socio-professionnelle commettent dans les Hauts-de-France. Donc là, vous retrouvez les différents centres et les différentes coordonnées. Vous avez la possibilité encore de poser vos questions dans l'onglet conversation ou l'onglet Q&R, ou de lever la main si vous voulez que je vous donne la parole directement. En attendant que les questions arrivent, merci Vianney, à bientôt. Est-ce que les autres membres des équipes, vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, sinon, la présentation PowerPoint et le replay du webinaire vous seront adressés. Et je vous propose, s'il n'y a pas de questions, de répondre à ce questionnaire d'évaluation. Je vous mets le lien dans la conversation, ou sinon vous pouvez scanner le QR code. Donc on voit bien avec ce webinaire l'importance de la collaboration entre les équipes Comet et les employeurs lorsqu'ils ont un agent de la fonction publique qui a rejoint leur centre. C'est comme ça, c'est ainsi que la reprise sera d'autant plus facile. Donc moi régulièrement, je me permets de partager les coordonnées des référents handicap dont je dispose et dont auraient besoin les membres des équipes Comet pour faciliter la collaboration. Est-ce que le médecin du travail peut être à l'origine d'une demande d'évaluation? Romain, tu peux. Oui, je peux répondre à la question. C'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qui a été dit au début sur comment est-ce qu'on rencontre les personnes dans l'équipe. Du coup, alors, a priori, non, parce que du coup, il faut qu'il y ait une hospitalisation. Et donc, c'est pendant l'hospitalisation que le médecin de rééducation, et c'est bien le médecin de rééducation qui fait une prescription vers nous pour qu'on puisse rencontrer la personne. Alors après, si le médecin du travail sait que, ça se fait avec certains acteurs privés, hein, si le médecin du travail sait que la personne va aller en rééducation, elle peut déjà prévenir, alors soit elle peut nous prévenir nous, soit elle peut aussi prévenir la personne de demander une consultation avec l'équipe Comet durant sa rééducation, si effectivement elle est dans un centre où il y a une équipe Comet. Et ensuite, dans les critères qui rentrent, il y a la question de la potentielle inaptitude, comme ça a été évoqué avant au retour en poste.
voilà, qui est pris en compte. Et en tout cas, c'est discuté avec le médecin, et le médecin discute aussi comment dire, du consentement de la personne pour qu'elle soit bien actrice aussi de la démarche. Après, le médecin du travail peut aussi envoyer le salarié, l'agent, vers le centre de rééducation s'il estime qu'il relève d'une prise en charge pluridisciplinaire. Ça peut être le médecin du travail qui fait l'adressage. Merci à vous pour la réponse. On a une autre question de Sandrine Marzin, qui est la référente handicap de la communauté urbaine de Dunkerque, qui demande si un agent sort de rééducation via hospitalisation, est-ce que l'employeur peut solliciter directement Comet? Sandrine nous dit, j'ai été informée de l'hospitalisation à Zuidcote à la reprise par l'hôpital, mais l'hôpital insiste sur l'urgence d'un aménagement. Alors, Sandrine, si tu veux, tu peux prendre la parole directement. Je t'ai permis l'activation de ton micro et de ta caméra. Alors, concernant enfin, la question de Sandrine, là, alors a priori non, parce que il y a pas d'équipe Comet à Zuidcote, donc en fait, il peut pas y avoir de prise en charge Comet France. Et puis, comment dire, l'employeur ne peut pas nous solliciter directement, c'est bien les médecins de rééducation qui nous sollicitent pendant la rééducation, enfin, pendant l'hospitalisation. D'accord, très bien. Ok, donc on passe par d'autres prestations en fait. Bien, merci. Alors oui, là pour le coup, peut-être que tu peux passer par le Cap emploi, s'il est sorti d'hospitalisation. Le Cap emploi, non, vu la situation qui est très complexe, je pense qu'on va partir sur une prestation d'aide plus spécifique pour avoir un retour beaucoup plus rapide et plus complet, je pense. Précis, oui, d'accord. Donc, je regarde l'onglet Q et R. Merci Sandrine, mais merci pour la réponse. Donc, on a une question de Geoffroy à l'instant dans l'onglet QR. Le suivi n'existe qu'à partir d'une hospitalisation. Je pense à la partie psychologique avec suivi notamment, et dans quel délai une prise en charge reste possible. Qui veut prendre la question? Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Donc le suivi, est-ce que le suivi n'existe qu'à partir d'une hospitalisation? Ok. Parce que notre participant pense à la partie psychologique avec suivi notamment, et dans quel délai une prise en charge reste possible? Ah, du coup, c'est uniquement pendant une hospitalisation. C'est-à-dire que, comme l'a évoqué Sandrine tout à l'heure, si, admettons, par exemple, on n'a pas rencontré la personne pendant son hospitalisation, une fois qu'elle est sortie, c'est trop tard. On ne peut pas on peut pas la prendre en charge. Ensuite, en ce qui concerne l'aspect psychologique, nous, les pathologies, les accords qu'on a sont sur des pathologies spécifiques. Alors, il y a une prise en charge de psychologique au sein du centre. Euh, à l'extérieur, ensuite, ça dépend soit du libéral, des CMP ou autre chose. Nous, on fait pas nécessairement de suivi psy spécifique, mis à part du suivi psy du travail, quoi. Alors, je sais pas si il y a des collègues qui souhaitent compléter peut-être là-dessus. Ben, moi, je dirais qu'effectivement, si la personne, faut qu'elle vienne déjà dans un centre où il y a une équipe Comet. Si jamais elle n'avait pas été orientée vers l'équipe et qu'il y a un problème psy déjà lors de l'hospitalisation, ben, il y aura forcément une prise en charge par un psychologue, pas forcément de l'équipe Comet, mais du centre de rééducation, qui, si il est nécessaire qu'il y ait un suivi une fois que la personne est sortie du centre, il y a un lien qui est fait avec les structures en local, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec la prise en charge Comet France. Geoffroy, si vous le souhaitez, je vous ai permis, je vous ai activé le micro et la caméra. Si vous souhaitez compléter votre question, c'est Si on n'a pas possible. compris, je sais pas. Mm.
Là, il est possible d'intervenir si besoin. Après, par rapport aux patients qu'on aurait rencontrés et où il y a effectivement une problématique psychologique ou psychiatrique associée, parfois les gens qu'on reçoit, ils nous sont orientés dans le centre de rééducation pour un problème plus fonctionnel ou neurologique, mais on découvre parfois une pathologie psychiatrique associée. Donc effectivement, nous, on va prendre en charge la globalité de la personne, hein. Mais généralement, c'est quand même des patients, sauf si c'est vraiment quelque chose de récent, mais généralement, c'est des patients qui ont déjà des suivis avec des psychiatres ou des psychologues à l'extérieur. Donc là, on va aussi s'appuyer sur l'avis du psychiatre ou du psychologue par rapport au projet professionnel, parce qu'on ne peut pas dissocier l'aspect fonctionnel, j'ai envie de dire, fonctionnel et cognitif de l'aspect psychologique et psychiatrique aussi, hein. C'est bien une prise en charge globale. Mais je ne sais pas trop la question. Après, les gens, nous, on n'est pas dans des établissements psychiatriques en tout cas, hein. On est dans des établissements plus qui accueillent des pathologies traumatiques neurologiques, des maladies évolutives, mais pas que de la psychiatrie pure en tout cas. Mais parfois, on a des patients qui ont des pathologies psychiatriques associées. Oui. En tout cas, pour préciser, Comet n'intervient uniquement pendant l'hospitalisation. Une fois que l'agent est sorti d'hospitalisation, il existe d'autres dispositifs. Oui, Caroline? Non, parce qu'en fait, si tu veux, l'équipe Comet, le premier contact est pris pendant l'hospitalisation, mais en fait, on continue notre suivi Oui, une fois que les gens sont sortis d'hospitalisation. C'est justement là oui. l'intérêt de Comet France. C'est que le travail est commencé de façon très précoce puisqu'il est fait, il débute pendant l'hospitalisation, mais parfois, l'aboutissement du projet professionnel, de toute façon, en général, c'est comme ça que ça se passe, les gens sont Oui. sortis. Et nous, on Oui. continue de les accompagner. Il y a même Oui. parfois des gens qui ne s'approprient pas la démarche Comet France quand ils sont hospitalisés et qui nous rappellent parfois un mois ou deux après en disant bah, vous m'aviez dit que j'ai rencontré le médecin du travail, il me dit qu'il va y avoir des difficultés. Est-ce que je peux toujours être accompagné? Bah oui, puisqu'on vous a rencontré D'accord. pendant l'hospitalisation, on continue notre accompagnement. Et c'est là aussi parfois ce qui on est un peu frustrés nous, au niveau de Comet France, c'est que parfois on a accompagné des personnes qui vont rencontrer le médecin du travail une fois qu'ils ne seront plus dans l'établissement. Les médecins du travail, parfois, les renvoient vers les Cap emploi. Alors que nous, on a Oui. commencé le travail. Donc là, s'il y a des médecins du travail qui nous écoutent, effectivement, demandez bien aux agents que vous rencontrez, est-ce que dans la structure de soins où vous êtes allé, vous avez rencontré une équipe Comet? Si oui, n'hésitez pas à revenir vers nous, parce que nous, on ne sait pas forcément qui vous êtes, en fait. Ou au moment où on a rencontré les gens, c'était peut-être pas le moment, et ils n'ont pas souhaité qu'on les accompagne. Mais n'hésitez pas, enfin, l'inverse peut être vrai. Si on a déjà rencontré les gens, on peut tout à fait reprendre l'accompagnement, au contraire. Éviterait de perdre du temps et ce qui permettrait d'avoir une continuité Tout à fait. pour la reprise et le maintien dans l'emploi de l'agent. Et nous, on connaît bien l'aspect médical de l'agent, l'aspect fonctionnel. On a forcément des dossiers médicaux informatisés où on a des bilans, des choses comme ça, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour aider le médecin du travail dans son avis. Donc, c'est là l'intérêt, en fait. C'est le côté médical, paramédical qu'on peut apporter à l'avancement du projet. Je vois qu'on a une nouvelle question. Comment avoir connaissance de ce qui a été mis en place et des préconisations après un accompagnement? Est-ce que seul l'agent peut porter à connaissance de l'employeur son accompagnement à Comet? Ou est-ce que Comet peut prendre contact avec l'employeur sans en parler à l'agent? Donc voilà, Alors, comment l'employeur peut avoir connaissance de ce qui a été mis en place et des préconisations si l'agent n'en parle pas, voilà. ah ben, ça, c'est compliqué. Nous, on va forcément toujours prendre contact soit avec le médecin du travail ou l'entreprise en accord avec nous, on va parler de patient forcément, hein, donc l'agent ou le salarié. Donc, si la personne nous dit non, par exemple, la personne est en conflit avec son employeur et dit moi, je ne veux pas les mettre au courant de ce qu'on a fait ensemble, là, on ne va pas aller contre l'accord du salarié, hein.
Mais après, si effectivement, mais c'est pour ça, si vous voulez, la démarche, elle se fait dans le sens où généralement, c'est nous qui essayons de rentrer en contact avec soit le médecin du travail, le référent handicap de la structure, parfois directement le service RH de la structure, mais toujours en accord avec du coup notre patient. Hein. Rien ne se fait sans l'accord du patient. Hein. Par contre, on ne va pas donner des éléments médicaux. On va faire une étude et puis on va voir en fonction des capacités de la personne. Après, la personne, elle sort du centre de rééducation avec un compte-rendu de rééducation qui lui appartient. Soit elle a envie de le partager avec le médecin du travail, soit elle n'a pas envie. Hein. Ça, c'est aussi personnel. Par contre, c'est vrai qu'elle ne va pas partager un compte-rendu médical avec son employeur. C'est médical. Tout à fait. J'ai un commentaire de Sylviane Potier qui travaille sur le maintien d'un emploi sur le littoral dans le nord du département. Donc bonjour, je m'occupe du maintien dans l'emploi sur le littoral. Il est important de travailler les articulations Cap Emploi Comet en toute intelligence et il est important de se connaître et de dialoguer entre les équipes en faveur du bénéficiaire. Je pense que nous avons quelques expériences positives dans ce sens. Voilà. Ben moi, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Oui, ben non. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc Caroline est sur Beauvais, enfin dans l'Oise. Voilà. Moi, je suis sur Beauvais. Je travaille également au Cap Emploi de l'Oise. Donc, forcément, je suis d'accord avec Sylviane. Voilà. Donc, nous avons des médecins, effectivement, nous avons des médecins du travail qui nous suivent. Nous avons aussi des partenaires comme les Cap Emploi. Nous avons aussi des RH, des référents handicap. Voilà. On avait vraiment, lors de ce webinaire, un panel très varié de participants. Alors, est-ce que nous avons la question? Est-ce que vous avez tous répondu au questionnaire, soit en cliquant sur le lien ou en flashant le QR code? Voilà, lien que je remets dans le chat. Donc, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier pour la qualité de votre présentation. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le réseau Comet en région Hauts-de-France. Donc, le PowerPoint va vous être adressé ainsi que le replay du webinaire. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.